Voilà. Donc, on fait sortir les gens comme ça. Et c'est ce qui a mené les jeunes de certains cantons à fredonner une chanson que je vais répéter en cabier. Ils disent que politique, ouais, pour redescendre. Oui, Politique. Et que quand il reçoit les messages de Dieu et qu'il ne peut pas les passer parce que craignant que on peut l'arrêter, on peut le suspendre. Je pense que si les musulmans du Togo aiment leur religion, Allah, ils doivent parler et dire quelque chose pour que Allah soit toujours avec vous. Merci. Merci, mon commandant. Ce que j'ai ajouté là-dessus, c'est que le régime est en train de mettre le doigt là où il ne faut pas toucher. Parce que là encore, si la communauté musulmane dans tout le pays se lève, ce sera de la catastrophe pour lui. Hein. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Voilà. Toute dictature mérite qu'on s'oppose d'une manière farouche à elle. C'est clair. Maintenant, la dictature agit même jusqu'à dans nos mosquées. Oui, ah non. Parce qu'ils avaient essayé. Dans le temps, ils sont allés dans les mosquées et bon, les gens ont brûlé le Coran dans les mosquées. On a promis une enquête, comme vous le savez au Togo, aucune enquête n'a abouti. Voilà. Il n'y commence jamais. C'est le communiqué. On fait communiquer qu'il y a une enquête qui est ouverte et ça s'arrête là. C'est comme ça, juste pour tromper les Togolais qu'il y a une enquête qui est en cours. Mais rien. Souvent, c'est rien. Il n'y a rien qui est en cours. Merci, mon commandant. Merci beaucoup pour la solidarité. Et donc, nous allons devoir entamer l'autre sujet. Et donc, après la lutte des Evala qui dure une semaine dans la préfecture de la Kosa, le chef de l'État, qui est natif de cette préfecture, reçoit les lutteurs, vainqueurs ou vaincus. Quel est le sens de cette réception faite aux lutteurs juste après la lutte, la fin de la lutte en pays kabyle? Et quel est le sens de cette réception que le chef de l'État fait aux lutteurs? Voilà, ce problème d'Evala, je vais le commencer comme cela. Vous savez, c'est une vieille tradition qui date des années où la communauté kabyle s'est installée dans cette région. Voilà, et les luttes se passaient entre les jeunes des villages et des quartiers de cette zone, jusqu'à l'avènement du pouvoir d'Eyadema en 1967. Si certains ont de vieilles photos, ils verraient que Eyadema même s'asseyait sur une petite chaise dans la foule comme ça. Et il boit même le tchouk des Evala. Souvent, je parle des années 68, 70 en allant. Donc, il n'y avait pas ce rajout-là d'aller chez le chef de l'État danser, d'être reçu, tout ça là. Il n'y avait pas ça. Les cérémonies traditionnelles Evala se déroulaient dans les cantons. Et à la fin des Evala, la danse se faisait dans chaque canton, supervisée par les chefs cantons. Voilà. Donc, dans les années 80, Eyadema, bon, se sentant concerné par cette tradition, avait plutôt émis l'idée de rassembler toute cette communauté, de les rassembler. Donc, voilà. Donc, à la fin des Evala, dans le souci de les rassembler,
il les invitait tous pour se connaître, pour se connaître, pour échanger, et à la fin, il offrait des pots de tchouk et leur donnait de l'argent. Voilà. Et ça se passait dans la bonne ambiance. Et c'était normal d'inviter les cabiers de toute la préfecture à se connaître. Et quand ils viennent comme ça, ils leur prodiguent des conseils et ils leur rappellent l'histoire des Evala, comment ça a commencé, comment tel était, qui était lui-même, comment il a participé. Il racontait ça à la jeunesse et les appelait à être soudés et à être unis. Partout où ils sont, ils n'ont qu'à continuer de respecter même les communautés dans lesquelles ils vivent. Voilà. Donc, c'était le conseil. Jusqu'en 1990. À partir des années 90, et Yadema étant en difficulté, partout sur le territoire national, a fait maintenant de cette tradition un bouclier. Et c'est ce que son fils continue aujourd'hui. Heureusement que les réseaux sociaux sont arrivés et à travers les sensibilisations, les jeunes cabiers écoutent, ils entendent, ils font des analyses, ils vont à l'école, ils font ils sont dans des universités. Donc, l'épanouissement étant là, sur le plan éducationnel, voilà. Maintenant, le sens de cette réception tend à être, je ne sais pas, égratigné. Voilà. Donc, on les reçoit pour pratiquement leur demander de se rassembler, d'être ensemble, et à la fin, quelque chose tombe. Tout à fait. C'est l'argent. L'argent. Je pense que comme là, vous le savez. Je pense que là, c'est une très bonne chose, la communion entre les frères kabiens. Les frères kabiens. Ensuite, la sympathie entre les frères kabiens. Donc, après la lutte, tous doivent se retrouver et fraterniser avant de se séparer. Je pense le mot même, fraterniser avant de se séparer. Et il leur donnait les moyens, puisque vous savez, les périodes Evala, c'est les dépenses. Hein? Les gens viennent de partout, c'est les retrouvailles, c'est les dépenses. Ouais. Et maintenant, quand ils leur donnent quelque chose, ça leur permet de prendre les véhicules, les taxis, les bus pour retourner dans leur localité. Voilà. Maintenant, pour cette année 2025, quelque chose s'est passé dans la préfecture de la Kosa. Oui. Premièrement, la date des Evala. Vous savez, avant de commencer les luttes traditionnelles, le prêtre kabye qu'on appelle Tchodjo, lui, il vit jusqu'aujourd'hui. Je crois que le chef canton de cuisine a l'habitude d'appeler ce nom-là, je crois. Oui, Tchodjo. Tchodjo, c'est le prêtre, le grand prêtre de toute la communauté kabye. Il ne s'habille pas ordinairement comme nous. Il s'habille avec les peaux de bêtes. C'est ça. Et souvent, c'est quand vous allez chez eux, souvent ils sont dans les montagnes et ils vivent naturellement, comme dans l'ancien temps. Puisque pour être Tchodjo, c'est le grand fétiche de la communauté qui choisit. N'importe qui ne peut pas être Tchodjo. Et les Tchodjo, c'est la lignée d'une famille kabye. Et quand Tchodjo arrive, passe dans les cantons, c'est à pied, pas en véhicule.
Et c'est quand il descend, la semaine qui suit, souvent quand il descend, la semaine qui suit, qui descend de la montagne, la semaine qui suit, c'est dans cette semaine-là que les luttes commencent. Et comment la communauté kabyère pourrait savoir qu'il est descendu de la montagne et que bon, tous soient au courant pour commencer les luttes? Donc, pour descendre dans la montagne, on annonce sa venue. C'est comme le pape arrive dans un pays, on l'annonce. C'est ça. Donc, on l'annonce à travers les objets de communication. Le corps. Ouais, le corps. Donc, les tam-tams. Donc, c'est le grand fétiche qui donne le jour où le Tchodjo doit descendre. Et quand il descend, en même temps, les festivités des Evala commencent, je pense, les 8 jours qui suivent. Voilà, ça c'est la tradition. Donc, depuis un moment, avec l'arrivée de Faure Gnassingbé, il ne tient pas compte des dates. Et la plupart du temps, vous avez vu cette année, il est arrivé le premier jour, on a fait sortir les vieilles, les vieux, les jeunes, pour venir l'applaudir. Et ça, c'est inhabituel. Quelqu'un qui va dans son village pour prendre part aux cérémonies, il fait sortir les gens pour l'applaudir, pour l'acclamer. Pour l'applaudir. Mais il est allé pour les cérémonies du pays, de sa communauté, ou bien... Ah non, vraiment. Donc, et puis ça là, ça se fait sans que nos vieilles, nos parents du village ne sachent exactement ce pourquoi on leur demande de sortir et applaudir. Voilà. Mais il y a certains parmi eux qui savent que quelque chose s'est passé à Lomé. Et que l'image même de Faure Gnassingbé étant écornée, donc, quand on leur demande de sortir comme ça, c'est juste pour montrer que sa communauté continue de le soutenir. Oui. Donc, aujourd'hui, Faure Gnassingbé aussi est en train de prendre sa communauté comme un bouclier. Voilà. Et quand on fait tout ça là, on montre tout ça là sur les télévisions, les ambassadeurs, les gens qui sont les occidentaux, la communauté. Voilà. Donc, on fait sortir les gens comme ça, et c'est ce qui a mené les jeunes de certains cantons à fredonner une chanson que je vais répéter en kabyère. Ils disent que politique ouais ko redesonze. Politique ouais ko redesonze. Politique ouais ko redesonze. Ça veut dire tout simplement que la politique détruit notre tradition. Tout à fait, c'est ça ici. Redesonze. Politique ouais ko 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 redesonze. La politique détruit nos traditions, notre coutume. La politique détruit cela. Voilà. On profite de ces temps de tradition pour montrer à la face de l'opinion que c'est toute la communauté qui est solidaire, vent debout derrière Faure Gnassingbé, alors que c'est faux. C'est archi faux. Voilà, on a vu par le passé Daoukou Péré de Yadebao, Ama Gnassingbé de Lama, les Abikessa de Achangbade. Et chez nous, aujourd'hui, Amron. Il y a beaucoup de Kabyères qui sont désolidarisés ou bien qui ne voient pas
dans la même Vous direction. allez dans tous les cantons, à Il y avait- Kouméa, à Landa, à Tcharé, Oui. à Soumdena, Lassa, tout ça là. Il y avait celui-là, j'oublie son nom, l'ancien responsable de la différence positive de l'ancien directeur. Keteouli, Keteouli. Bona Keteouli. Bona Keteouli, l'ancien directeur de l'école normale supérieure de Pamé. Ouais, c'est des gens qui ne voient pas dans la même direction que ceux-là. Absolument, absolument. Même nous, même quand nous étions dans l'armée, on n'était pas, mais voilà, mais compte tenu de certaines contingences, nous étions obligés de la boucler. Voilà. Bien. Donc, de la même façon, au sein de l'armée, il y a des gens bien, qui aimeraient que notre pays ressemble un tout petit peu au Bénin. Aujourd'hui, où le président Talon, il est partout, il va partout, parce que c'est le peuple qui l'a désigné. Il ne va pas dans des cérémonies avec des hélicos embarqués de tireurs d'élite, des véhicules avec des doucettes, des gilets pare-balles partout, non? Parce que il sait que il vient du peuple. Ouais. Si fort lui se comporte avec, il se promène avec tout un bataillon armé jusqu'aux dents, les gens en civil, les gens en treillis, tout ça, l'hélico en l'air, c'est parce qu'il sait que il est au pouvoir par la force. C'est pas, il ne vient pas du peuple. C'est pas le peuple qui l'a mis là-bas. Il est conscient. C'est pourquoi il veut semer la terreur à tout moment. Même dans son propre village. Il vient avec toute l'armada pour semer la terreur. Oui, mon commandant. Bien, il y a LVDP qui a posé la question, enfin, la signature de l'accord militaire avec la Russie. Je voudrais lui dire que nous avons déjà débattu de ce thème. Ce thème-là n'est pas à la page ici. Je crois que quelqu'un vous a répondu. Nous ne parlons pas de la signature des accords militaires avec la Russie. Nous ne parlons pas de ça ici. Nous avons des thèmes bien définis. Doyen, je vais lui répondre rapidement en 2 mots pour dire d'abord que les Togolais ne considèrent pas cet accord. Parce que ce que je sais, c'est que la Douma n'a pas encore entériné ces signatures. Vous savez, Faure Gnassingbé, il cherche par tous les moyens à faire peur aux Togolais. Voilà. Et dans cet accord, il est prévu que l'armée russe viendra former l'armée togolaise et les Togolais, le Togo, le régime de Faure Gnassingbé peut acheter certaines armes au niveau de la Russie. Pourquoi Faure Gnassingbé se comporte ainsi? C'est parce que depuis 1993, le Togo a du mal à acheter son matériel de guerre chez les pays occidentaux, parce que vous savez, la fiabilité de ce matériel-là, on la trouve avec les fabricants allemands et les fabricants français et les Américains, parfois belges. Voilà. Donc, tout le matériel de ces pays-là, c'est du matériel solide et fiable. Voilà. Donc, depuis la rupture de la coopération, entre-temps, le Togo et l'Union européenne il y avait une rupture de coopération en 1993. Et ils l'ont repris en 2007. Mais malgré cette reprise, les pays hésitent à vendre, ces pays-là hésitent à vendre les armes au Togo parce que ils estiment et ils considèrent que souvent le régime du Togo prend ces armes-là, utilise ces armes pour tuer sa propre population et continuer de régner. C'est pourquoi ces Occidentaux ont du mal à répondre aux sollicitations du régime du Togo.
Ça, il faut que tous les Togolais le sachent. Donc, vous savez, à partir des années 2006, vous savez, la plupart des armes que le Togo possède proviennent de l'Allemagne, de la France et de l'Amérique. Et bon, pour les Israéliens, c'est pratiquement la sécurité rapprochée de Fort Gnassingbé. Tout ce qu'ils utilisent là-bas, c'est israélien. Donc, à partir des années 2000 en allant, il n'y avait plus de pièces de rechange pour le matériel que le Togo possédait, puisque les Occidentaux, refusant de vendre les armes, ils ont refusé également de vendre les pièces de rechange au régime togolais. Donc, c'est ce qui fait que certains engins cloués sur place, certaines armes ne sont plus efficaces puisqu'il n'y a plus de pièces de rechange, tout c'est gâté et puis c'est resté là-bas. Le Togo s'est tourné vers la Chine. Malheureusement, le matériel chinois n'est pas fiable. Donc, le Togo continue de chercher. Vous pouvez les voir en Croatie. Ils ont payé, tout dernièrement, ils ont payé les armes individuelles en Croatie. Et ils se tournent également vers l'Afrique du Sud, qui a donné quelques matériaux, qui a vendu quelques matériaux. Mais le matériel sud-africain aussi n'est pas aussi fiable. Vous aurez remarqué que il y a un de leurs matériels qu'on utilisait au Mali est tombé sur une mine. Le matériel sud-africain qu'on disait blindé, mais la mine a pulvérisé l'engin. Donc, voilà. Et Fort Gnassingbé tourne son nez partout et aujourd'hui, ils sont au niveau de la Russie. La Russie qui, quand même, le matériel russe est acceptable. Voilà. Donc, ils sont là-bas pour faire des pieds et des mains, pour avoir le matériel. Et que pour la Russie, eux, bon, le bien-être des populations, ce n'est pas leur problème. L'essentiel est que qu'ils viennent payer le matériel, puisqu'ils ont besoin d'argent aussi pour continuer la guerre en Ukraine. Voilà. Donc, que les Togolais n'aient pas peur. S'il y a quelque chose entre nous au Togo, les Russes ne vont pas venir tirer sur les Togolais. Ils ne le feront jamais. Si c'est un problème intérieur entre nous, c'est entre nous. Les Russes ne viendraient pas pour aider le régime togolais. Même si aujourd'hui, les Togolais prennent aussi le matériel, les Russes ne viendraient pas. Parce que c'est un problème intérieur. Voilà. Leur accord de défense là va s'arrêter à des limites, hein, même avec la France. Si aujourd'hui, le Bénin attaque le Togo, là, bon, la France va aller où? Les accords de défense, c'est lorsque les pays colonisés par la France sont attaqués par des pays voisins ou des pays tierces. C'est en ce moment que l'accord de défense là travaille. Mais le problème intérieur du pays, les accords de défense là ne fonctionnent pas comme cela. Voilà, que aucun Togolais n'ait peur. Je pense m'arrêter là. On peut continuer avec d'autres questions. Oui, ben, ça nous a détourné de notre programme. Mais bon, ça va. Bien, on continue. La lutte des Evala, c'est entre les Kabyles de la COSA seuls. Je pose cette question parce que je sais que nos amis de Pagoуда sont aussi des Kabyles. Est-ce que eux, ils prennent part à cette lutte des Evala? Non, au niveau de Pagoуда, je pense qu'ils ont aussi leur culture. Ils ne luttent pas comme nous. Ils ont autre chose qu'ils font. C'est ça, voilà. c'est ça. Tout dernièrement, on a vu les jeunes du canton de Yaka. Yaka qui est, je pense, un village qui est limitrophe
de la préfecture de la Kosa. Yaka, bon, c'est avec le EADEMA que ça a commencé par le président a commencé par les visiter. Bon, j'ai l'impression que eux aussi ils ont cette culture chez eux. Bon, Yaka, vous voyez les Loso Naouda et les Kabiers. Bon, certains Naouda ont des noms Kabiers, donc on considère que c'est des ethnies très très proches. Donc Yaka fait la lutte. Yaka seul est le canton qui n'est pas dans le cercle de la préfecture de la Kosa, mais quand même qui lutte, et le chef de l'État assiste également à leur lutte. Voilà. Merci beaucoup. Avant de continuer encore, je voudrais faire une petite remarque aussi. Et vous n'avez pas fait cette remarque. Au cours des luttes, je crois qu'il y a beaucoup de ministères ou des directions et des bureaux qui ferment à Lomé et tous vont pour assister à la lutte des Evala. Est-ce que c'est un décret du chef de l'État ou bien, bon, ils sont forcés d'aller ou bien, je ne comprends pas. Non, absolument, c'est pas un décret. Hein. C'est pas un décret. Vous savez, ça a commencé quand? Ça a commencé au moment où il y avait des troubles à Lomé entre 90 et 94. Donc, Eyadema étant tellement isolé, il y a certains zélés, quand ça arrive comme ça là, certains zélés viennent le soutenir. Donc, et puis l'habitude s'est installée. C'est installé jusqu'à grandissant. Maintenant, les gens quittent les services à Lomé. C'est le zèle pour rentrer dans de bonnes grâces du chef de l'État et de ses proches. Et surtout que tout le monde, au niveau de l'administration, ils savent que la communauté du chef de l'État pèse beaucoup à tous les niveaux dans l'administration. En allant là-bas, c'est comme, bon, vous les soutenez, vous êtes avec eux. Donc, ils montrent visiblement leur attachement au chef de l'État et à sa communauté. Donc, je dirais que c'est un zèle. Et après tout, c'est rentré dans les habitudes que quand toi, tu ne vas pas là-bas, on te dit que mais tu es contre le régime ou tu es un opposant. Voilà, les autres communautés qui sont nommées et qui travaillent tout autour du chef de l'État, bon, voilà, c'est le moment de montrer leur fidélité et leur attachement au chef de l'État et à sa communauté. Voilà. Bon, s'il advenait qu'il y ait un changement au sommet de l'État et que c'est un Évé, un Kotokoli, un Moba, etc., qui prenait le pouvoir, qui le ferait? Non, c'est pas nécessaire, hein. Vous savez, les luttes Evala se faisaient avant, hein, au temps d'Olympio. Mais Olympio n'allait pas se promener dans les cantons là-bas. Tout à fait. Griniski non plus. Voilà, même Dadjo, Kleber Dadjo, il a fait quelques mois, mais il n'est pas allé se promener dans la Kosa. Et si demain il y a changement et que ce n'est plus un fils de la Kosa qui est chef de l'État, naturellement, les gens vont reprendre leur habitude ancienne, hein, c'est ça, pour lutter et puis après danser dans les cantons. Et ça s'arrête là. Seulement ce que nous allons peut-être remarquer, si cela arrive, c'est qu'il y aura moins d'engouement. Il y aura moins d'engouement. Vous savez, quand le Togo était à une période où la dictature était à son comble, c'est-à-dire les moments de plomb sur le Togo, quand vous êtes natif de Pia, par exemple, et pendant les Evala, tu as l'âge de lutter pendant les Evala, on ne te voit pas. Mais tout de suite, ton père, les parents sont convoqués pour demander pourquoi tel n'est pas là. Ça veut dire que vous n'attachez aucune importance à la culture
Et là, si le parent était cadre quelque part, il est sanctionné. Donc, à chaque temps, à chaque évala, tout le monde, même les cabiers de la diaspora, étaient obligés de descendre pour lutter. Oui, oui. Voilà. Donc, et si tu ne viens pas, voilà, tu es sanctionné. Donc, c'est le jour où le pouvoir changera, mais bon, ce qu'on remarque aussi au moment de, les moments là de Faure Gnassingbé, nous sommes, ils disent que nous sommes en démocratie, donc on ne force plus les gens comme avant. Donc, pour le rassemblement à Pia, cette année, il y a eu changement de l'emplacement où on reçoit les évalas. Entre-temps, c'est au château ou au niveau de la caserne de Bellevert, où la cour est grande. Mais cette année, ce que j'ai vu, c'est l'endroit où l'hélico atterrit. Et cet endroit n'est pas aussi vaste. Donc, s'ils ont fait les trucs, s'ils ont reçu les gens là-bas, c'est parce que ils n'ont pas voulu que les gens remarquent que le nombre a drastiquement diminué. Voilà. Donc, là-bas, c'est un emplacement exigu qui n'est pas aussi vaste. Donc, il n'y a pas eu d'image aérienne. Donc, le nombre était pratiquement très réduit. Et souvent, s'il faut que les évalas de tous les cantons se déplacent à Pia, des fois, on note jusqu'à entre 5 000 et 8 000 personnes. Et là, il faut trouver un endroit vaste pour les recevoir tous. Et ils dansent pratiquement. Ils sont très enthousiastes et ils dansent. Mais cette année, ils n'étaient pas enthousiastes. Donc, leur Faure Gnassingbé même a remarqué que les gens étaient timides, tristes. Ils n'étaient pas aussi nombreux. Oui, on va en arriver là. Merci. Commandant. Merci. Mais ce que moi j'ai remarqué, ou bien c'est moi qui ai mal vu, et au cours de cette réception, je n'ai pas vu les accléments. Pourquoi ne sont-elles pas concernées? Non, les accléments, c'est à la fin des évalas que ça démarre. Ah, c'est à la fin des évalas. À la fin des évalas. Mais bon, on les voit, les filles qui ont l'âge de faire acclément, on les voit dans les évalas avec, à moitié pratiquement nues. Les seins cachés et puis elles attachent un foulard au niveau de la hanche. Donc, elles ne portent pas de chaussures. Bon, elles se font remarquer au cours des évalas. Cela montre que elles sont arrivées où l'année là, elles vont faire des cérémonies de acclément. Mais lorsque les évalas finissent, samedi, ça finit le samedi, le dimanche en même temps, les accléments rentrent dans le couvent, dans leur couvent de famille. C'est ça. Et les hostilités commencent, les chants, et c'est après 10 jours, je pense, 10 jours ou 12 jours, elle grimpe la montagne. Voilà. C'est ça. Et mon cher LVDP, si vous avez des questions à poser, attendez que nous finissions l'entretien. Alors, vous pouvez faire la demande, on vous montre, vous posez vos questions. Hein, ce n'est pas interdit. Vous pourrez poser vos questions après. Bien, au cours de cette réception, je vais revenir sur un cas, c'est le cas Bojona. Au cours de cette réception, M. Bojona a traité de chien ses anciens soutiens qu'il avait supportés lors de ses déboires avec la justice togolaise. Quelle analyse faites-vous de la sortie de M. Bojona Aksulelo? C'est vraiment dommage et extrêmement grave pour lui. Voilà. Et M. Bojona dit en Kabye que est-ce que les chiens aboient ou l'aboiement du chien peut faire peur au lion? Donc, M. Bojona considère les Togolais qui sont vent debout contre
le système de Fort Gnassingbé, il les considère comme des chiens. Et Fort est lion et il demeure lion. Mais seulement il a oublié que quand le lion n'arrive plus à attraper les proies, le lion devient moins que le chien. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il a une fois vu un lion en brousse, amaigri, qui est pourchassé par les hyènes et les lycaons. Voilà, en ce moment, le lion n'a plus de force. Je pense que les gens parlent, mais ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Et M. Bodiona, je suis certain que il a dû penser aux Togolais. C'est pourquoi il a manqué de mots et il n'a pas parlé d'une bonne manière pour essayer de soutenir son patron. Voilà, il a manqué de mots et il était troublé. Qu'est-ce qu'il a troublé? C'est ce soutien que les Togolais lui avaient apporté quand il était en difficulté. Et vous auriez pu remarquer qu'il a été très bref. Bodiona, même dans son costume d'homme politique, ne peut pas parler juste quelques minutes et puis c'est fini. Voilà, donc je pense que c'est ce passé-là qui est resté sur sa conscience et qui a troublé. C'est la profondeur même de ses pensées. C'est pourquoi il s'est comporté ainsi. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire, mais c'est dommage. Mais vraiment dommage. C'est le temps. Je pense que la puissance de Dieu, une des puissances de Dieu, c'est le temps. Que Dieu nous prête vie et on va voir comment ça va se terminer. Voilà. Bien, maintenant, on va ouvrir un autre thème avant d'arriver au dernier thème. Le thème que je vais ouvrir maintenant, c'est l'invitation du ministre togolais des droits de l'homme sur le plateau de France 24, où il a fait des déclarations insensées. Je les traite de déclarations insensées. Et donc, prenez patience avant que nous n'en venions à vos analyses. Nous allons avoir de la patience pour écouter notre fameux ministre des droits de l'homme. Écoutons-le. Cette mort, des blessés, des interdictions de manifester, une presse bousculée. Que s'est-il passé au Togo fin juin? Le ministre des Droits de l'Homme, Pacom Adjorovi, est avec nous pour apporter ses explications sur les enquêtes en cours, les accusations de répression et les garanties des droits fondamentaux. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, une enquête est en cours sur les morts, les 7 morts, les 7 personnes trouvées mortes après les manifestations entre le 26 et le 28 août dans votre pays. Où en est cette enquête et que sait-on des conditions de décès de ces personnes? Merci, madame. Avant toute chose, je voudrais souligner ici à l'opinion nationale, d'abord internationale, que les faits qui concernent le Togo, tels que rapportés par certains médias, est très loin de la réalité que nous vivons, que nous avons vécu ces derniers temps à Lomé. Et ce n'est pas l'occasion pour moi d'épiloguer ou de m'arrêter sur quelque chose quand même d'assez grave. Il s'agit de vie humaine. Et pour certaines raisons politiques ou d'agenda, de calendrier, certains s'amusent à vouloir utiliser ces fins, ces axes qui ont été dénoncés d'ailleurs par beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des circonstances de ces décès, monsieur le ministre? Ce qui est certain, c'est que les médecins légistes ont procédé à des analyses assez poussées. Les conclusions sont connues. Le procureur de la République a communiqué également. Nous avons, avant les événements d'ailleurs, 2 corps qui avaient été repêchés dans la lagune. Ces corps étaient déjà dans l'eau. Nous
sommes en train d'établir la réalité. Alors, est-ce que les responsables ont été interpellés? Vous parlez de corps repêchés. Est-ce que des responsables ont été identifiés et interpellés? Non, le temps de la justice est là. Nous donnons le temps à la justice. Les enquêtes sont en cours. Attendons les conclusions avant d'aller vite en besogne. On veut attribuer ces morts à une brutalité policière. Non, madame, c'est pas le cas. D'accord. Aucun hématome. Alors, si vous permettez... Aucun hématome. Permettez-moi, Aucun signe monsieur. extérieur. Permettez-moi, monsieur. Nous avons reçu ici même, au JTA, le 16 juillet, le président d'honneur de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on en reparle. Cette répression a eu lieu non seulement par les militaires, mais ce qui est encore plus dérangeant et ce qui est très inquiétant, c'est que aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité, Faure Gnassingbé et son gouvernement ont fait déployer sur le terrain des miliciens qui sont armés de cordelettes, de gourdins, même de fusils, qui donc opèrent à visage découvert. Nous demandons l'intervention, une enquête internationale indépendante, parce que face au silence de la CEDEAO de l'Union africaine, on ne peut pas accepter que, alors que le maintien d'ordre relève du pouvoir régalien des forces de l'ordre de sécurité, que ces forces de l'ordre de sécurité existent et que à leur côté, que le régime entretienne, véhicule, soutienne et alimente un réseau de miliciens. Votre réaction, monsieur le ministre? Je suis très surpris par de telles déclarations. Mon ministère n'a jamais été saisi par des associations. Il y a d'autres associations de défense des droits de l'homme qui sont des associations indépendantes, comme la Commission nationale des droits de l'homme. D'accord, mais qu'en est-il de ces milices qui sont cagoulées, qui sont rentrées chez des personnes, qu'on a filmées frappant des manifestants? Qu'en est-il et ils agissent sous quel ordre? Apportez-moi la preuve de ces miliciens dont on parle. Vous ne savez pas l'existence de ces miliciens? Il n'y a pas de C'est miliciens. assez curieux puisque votre président, M. Faure Gnassingbé, a dit en 2017 à notre confrère de Jeune Afrique qu'il connaissait, qu'il connaissait ces milices et qu'il savait de quoi on parlait, même si c'était une situation embêtante. Et vous dites que aujourd'hui, des années plus tard, en 2025, vous n'avez pas connaissance de ces milices qui pourtant font peur à votre population. Les Togolais aujourd'hui ont peur, monsieur le ministre. Vous me parlez des faits d'il y a quelques semaines. Oui, mais vous pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler des milices dans votre pays. Je n'ai jamais vu de miliciens. Vous n'avez pas non plus vu les vidéos qui circulent, vous n'avez pas entendu la population togolaise qui les a vues, qui a peur? Écoutez, vous savez, quand il s'agit du Togo, il y a des prérequis. C'est pour ça qu'en début de notre conversation, je vous disais qu'il y a eu une tentative de fabrication d'une crise depuis l'extérieur pour salir l'image du Togo. Et qui fabrique cette crise? Une certaine diaspora. Une certaine diaspora depuis l'étranger s'amuse, s'active à... Vous avez quand même des vidéos. Bon, ça, ce n'est pas la réalité des Togolais. Revenons-en à notre propos. Parmi les nombreuses victimes, il y a un jeune adolescent dont vous avez forcément entendu parler, qui avait 15 ans, Jacques Kouani Kotoglo. Il symbolise en fait cette jeunesse qui est en souffrance. Il a été retrouvé mort dans une lagune, le visage tuméfié. Il n'avait pas participé à ces manifestations. Aujourd'hui, sa famille réclame véritablement une enquête indépendante. Que fait l'État concrètement pour ce genre de victimes? Mais d'abord, je m'incline. Nous ne pouvons pas nous amuser avec des faits aussi graves qui ont endeuillé des familles. D'ailleurs, le gouvernement a présenté les condoléances aux familles. À part présenter les condoléances, qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais les enquêtes sont en cours pour déterminer les responsabilités. Et madame, je vous affirme que lorsque nous saurons la réalité, l'État prendra toutes ses responsabilités. Et quelles mesures prévoyez-vous de prendre pour calmer cette jeunesse togolaise, pour la rassurer et aussi pour que votre population ait moins peur? D'abord, je dis à cette jeunesse, à notre jeunesse, de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder à ces gens qui, depuis l'extérieur, donnent des ordres pour aller brûler les commissariats, s'attaquer aux forces de l'ordre, brûler les ambassades, en découdre avec les institutions de la République.
D'accord, j'ai une dernière question, Monsieur le ministre, si vous permettez. Il y a donc une marche de commémoration des victimes qui est prévue ce 9 août exactement. Elle a déjà été interdite à 2 reprises, officiellement à cause des élections municipales. Est-ce que cette fois-ci, cette manifestation sera autorisée le 9 août? Il n'y a jamais eu d'interdiction de manifestation qui est respectée. La société civile dit que 2 fois, elle a essayé de manifester et c'était justement pour commémorer ces victimes et que ça a été refusé. Donc, ma question est claire. Nous sommes le 2 août. Est-ce que le 9 août, cette manifestation sera autorisée? Si les organisateurs de cette marche ont fait ce qu'il faut en respectant les lois, nos lois, c'est-à-dire déclarer 5 jours ouvrables avant et qu'on connaisse les organisateurs et qu'en concert avec le ministère de tutelle pris ensemble des précautions parce que vous savez malheureusement c'est le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes ministre des droits humains du Togo. Merci beaucoup. Ah, ça fait... C'est la honte, la honte. Voilà, et monsieur, mon commandant, donc, dans cette déclaration hasardeuse et mensongère, il a abordé plusieurs sujets, à savoir les droits de l'homme et la torture de l'artiste Amron, ici, et dans quel... Les donneurs d'ordre. Il n'est jamais allé sur le terrain aussi pour constater les choses. Depuis qu'il est ministre des droits de l'homme, avez-vous vu une fois ce ministre dans une prison du Togo pour aller regarder, voir comment les prisonniers vivent? Il ne l'a jamais. Il ne se donne pas de la peine. Hein? Non, il ne se donne pas de la peine. Voilà. En tant que citoyen, par rapport à l'interdiction des manifestations, il ment. Le régime du Togo, d'abord, vous savez, il y a une loi que l'opposition a arrachée de haute lutte. C'est ça. En 2010, une loi qui sur les manifestations, communément appelée la loi Bodiona. Oui, oui. En 2010. Donc, cette loi-là a été balayée complètement et ils ont introduit une autre loi. Et dans cette loi, tout est fait pour que aucune manifestation n'ait lieu. Parce que si vous voulez respecter cette loi en faisant des demandes, ils trouvent toujours des puces sur la tête des crânes, sur les crânes rasés. Le crâne rasé. Oui, pour interdire la manifestation. Et souvent, ils attendent quand? Si c'est la manifestation prévue le samedi, c'est le vendredi à 14h. Ils viennent pour vous dire que voilà, il y a telle chose qui ne va pas avec votre demande. Donc vous n'avez même plus le temps d'interjeter appel au niveau du tribunal administratif. Vous n'avez pas le temps. Ils ont tout mis en œuvre dans cette loi pour qu'aucune manifestation n'ait lieu. C'est pour cela, tout le temps, les partis politiques, les associations n'arrivent pas à manifester. Et on peut repartir en arrière. Par exemple, le PNP. Le PNP est interdit au Togo, pratiquement interdit. Aucune réunion, même dans les maisons, ne peut avoir lieu avec le PNP. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Même les réunions politiques, la gendarmerie arrive, la police arrive pour vous chasser. Et aujourd'hui, il n'a pas honte de dire que les manifestations sont autorisées au Togo et qu'il faut remplir certaines conditions. Mais ces conditions ont été durcies. Et pratiquement, ces conditions ont été, je dirais,
on fait tout pour bloquer toute initiative de manifestation dans notre pays. Et lorsqu'ils trouvent que il faut diviser l'opposition, ils autorisent pour un parti et pour les autres, ils interdisent. Et cela a toujours apporté des frictions entre les militants. Je continue en disant que, il dit que pour la mort des jeunes dans la lagune, il y a une enquête qui est en cours. Je vous le dis aujourd'hui, aucune enquête n'est en cours. Aucune enquête n'est en cours. Est-ce que le procureur même s'est déplacé là-bas? Je ne pense pas. Et sur les 7 corps, il y a 3 corps qui étaient criblés de balles. Mais ces balles-là viennent d'où? Voilà. Le médecin légiste. Non, ça c'est des bobards. Il veut montrer à la face du monde que le Togo est un pays normal et que tout se déroule normalement. C'est pourquoi j'ai dit, lui, à Djourouvi, il parle seulement, il ne sait même pas comment ça s'arrête là. Les décisions viennent d'ailleurs. Les décisions viennent d'ailleurs. Lui, en tant que ministre des Droits de l'Homme, il parle de ce qui s'est passé sur le terrain loin de la réalité. Est-ce qu'il est descendu sur le terrain? Il dit qu'il n'a jamais vu de milice. Lui, il ne peut pas voir les milices. On a cité même des noms. Les vidéos sont là. Moi-même, j'ai reconnu certains. Il y a un dedans là. Par sa démarche, celui qui avait le fusil là. Par sa démarche, moi, je l'ai reconnu. Il dit aujourd'hui, ça c'est je ne sais pas, ils pensent qu'ils sont en France, donc personne ne sait rien. Ils sont allés pour tromper les gens. Tromper les Français, tromper le monde, et ensuite monter les Français contre les blogueurs. C'était le travail qu'ils sont allés faire. Ils parlent de la brutalité. On veut montrer à la face du monde, la diaspora montre à la face du monde que c'est la brutalité. Mais c'est des faits qui sont là. Mais le maintien d'ordre au Togo, c'est la brutalité. C'est je ne sais pas, c'est la violence inouïe. Tout le temps, le régime du Togo a tellement peur des manifestations. Le régime du Togo n'aime pas entendre parler de manifestations parce que c'est comme du sable qu'on met dans leur gari. C'est pourquoi ils passent par tous les moyens. Vous voyez la place Fréau Jardin. Ils l'ont clôturé, ils ont mis des choses là-bas, juste pour éviter que les gens se rassemblent là-bas. Oui, oui. Si demain, il y a un emplacement que l'opposition ou la contestation utilise, ils font tout pour planter les arbres, clôturer là-bas, faire de l'emplacement un jardin public. De 2012 en 2020, mais c'est à la plage, on était obligé d'aller à la plage pour faire nos meetings. Et ils passent pour se moquer de vous. Parce que partout, à tout moment, contre tout le monde, contre le peuple, c'est la force brute. La brutalité. Il parle du procureur. De quel procureur s'agit-il? Procureur. Sur le terrain, le procureur a pris le procureur. Quand c'est comme ça, là, ils savent appeler le nom procureur. Justement, il parlait du cas de Amron. Écoutons. Amron, que nous avons reçu en interview, qui a été arrêté, qui a été forcé d'être interné dans un hôpital psychiatrique, c'est quand même... et qui, à sa sortie, nous a accordé une interview en nous disant qu'il avait été torturé. Que dites-vous, monsieur Djourouvi? Apportez-nous les preuves. Pour l'instant, je vous dis, toute une enquête est montée sur cette affaire. Et nous attendons les conclusions. Si tel est le cas, nous en tirerons les conséquences. Mais ce qui est certain...
Et Ouais, bah, donc, quelles écoutez, conséquences? Et aucune enquête n'est ouverte. Il parle seulement. Amron a témoigné, a montré les preuves. Amron a été torturé, déplacé avec des cagoules. tout le monde a vu, non? Tout le monde a vu. Il a cité des noms. Et lui, en tant que ministre des droits de l'homme, lui n'a rien vu. Vous savez, dans l'histoire du Togo, surtout de ce régime de Faure Gnassingbé, c'est en 2012 qu'il y a eu une enquête de la CNDH sur les tortures perpétrées sur les victimes qui étaient dans le groupe de Pacha Gnassingbé. Ceux qu'on avait arrêtés, nous, j'étais dedans. Mais les gens ont été frappés. Le capitaine Adjino a été frappé jusqu'à ses oreilles. Dans ses oreilles, il y avait le sang qui coulait. Mon commandant, même avant 2012, dans l'attentat de Soudou, en mai, le 5 mai 1992, il y avait eu des enquêteurs internationaux donc, qui étaient venus en Europe. Je crois qu'au Togo, à part l'enquête dont vous parlez, c'est la seule enquête qu'il y a eu. Oui, l'enquête de la FIDH voilà. En 92. Oui, justement. Mais il y a eu deux émissaires européens, un français et l'autre, je ne me rappelle plus quelle nationalité. Ils étaient là pour aller faire les enquêtes. Et c'est nous, notre presse, la lettre de Chao Joe, qui était allé sur place pour filmer et les enquêteurs ont utilisé les pièces, tout ce que nous avions fait pour étayer leur recherche, leur enquête. Effectivement, on peut dire que l'enquête de la FIDH et celle de la CNDH sont des enquêtes qui ont abouti. Voilà, l'enquête de la FIDH a désigné les responsables et c'était une enquête vraiment fouillée. Bon, l'enquête de la CNDH également, c'est le président de l'époque, Kofi Kounté. Kofi Kounté, oui. Vous savez, comme ils n'ont pas tellement, ils ont pensé que tout le monde était acquis pour eux, donc ils n'ont pas fait attention pour le rapport de, surtout l'enquête, comment l'enquête se déroulait au niveau de la CNDH. Le président Kofi Kounté a présenté tous les faits. Il a présenté un rapport vraiment qui détaille tout. Mais quand il a déposé le rapport à la présidence, il faudra tenir la tête. Ils ont rapidement appelé le monsieur Desbarches de venir voir. Il est venu voir. En 2 jours, il a élagué tous les paragraphes qui les incriminaient. Il a tout enlevé et ils ont sorti un autre rapport et on lui avait demandé de le signer et le pistolet sur la tempe. Mais c'était dans la précipitation. Parce que ça fusait partout que le rapport est prêt, ça sera publié, c'est déposé à la présidence, donc ça courait dans tous les sens. Dès qu'ils ont eu la signature de M. Kofi Kounté, ils l'ont publié immédiatement. Et nous tous, on était vraiment déçus que M. Kounté avait l'air sérieux, mais on était déçus. 3 heures après, le vrai rapport, 3 heures ou 4 heures de temps après, le vrai rapport aussi a apparu sur Internet. Est-ce que c'est pas à cause de ça que lui, il est parti en exil? Mais monsieur Kounté a été recherché immédiatement, mais il avait déjà traversé la frontière. Et c'est ce rapport qui nous a permis d'asseoir notre association des victimes de torture. Et c'est ce qui nous a permis de poursuivre l'État togolais au tribunal de la CEDEAO. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les conclusions et les recommandations n'ont pas été exécutées.
les responsables n'ont pas été punis. C'est pourquoi il dit, quand j'entends Adjourouvi dire qu'ils vont tirer toutes les conséquences si les enquêtes révèlent des choses ou des responsabilités. Ils mentent, ils ne feront rien. Plutôt ceux qui ont torturé, ils seront promus. Ils seront promus. Voilà, vous savez, au Togo, M. Adjourouvi doit savoir que quand les élèves sortent, ils répriment les manifs. Comme ça, là, mais quand ils retournent, c'est les applaudissements. Et certains gagnent en galon, en prestige, parce que à travers les actes là, on sait qui aime le régime, qui ne l'aime pas. Voilà, donc Adjourouvi, je le dis encore, il ne maîtrise rien. Il ne connaît rien, il ne sait rien. Yakubu, l'ancien ministre des droits de l'homme Yakubu, c'est eux qui ont pris la parole à la place du ministre de la Justice, parce que lui aussi, il était pratiquement dans les nuages. Hein? Il était dans les nuages. Parce que moi, on m'avait reçu, j'avais tout dit, mais il tâtonnait. Il tâtonnait, sauf le ministre Yakubu qui reconnaissait tout ce qu'on a dit et qu'il demandait même l'indulgence même de la commission et qu'ils vont retourner au Togo et ils vont remédier à tout cela. Je pense que c'est ça même qui lui a coûté son poste. Le remaniement qui a suivi, il n'était plus ministre. Vous voyez. Donc, tout ce qui est fait dans la vérité, sous Faure Gnassingbé, vous qui le faites, vous êtes radiés. Et vos résultats même sont cachés quelque part, peut-être même brûlés. Voilà. Aucune enquête n'est en cours. Le jeune de 15 ans qui est mort là, et aujourd'hui ses parents sont en train de parler, ils vont plutôt chercher à corrompre les parents. J'espère que ces parents-là ne vont pas céder, comme les parents de Moufidou, le jeune Moufidou. Moufidou. Voilà. Et que les Togolais doivent savoir qu'en 2013, il y a eu deux gamins, 13 ans et combien, que les ballons fauchés à Dapao, quand les enseignants étaient en grève. Oui. Je me rappelle de leur nom, Anselme Sinandare et puis Sinaleng. Oui. Sinaleng. Et les enfants, les autres jeunes qui sont morts, je me rappelle de Adrien Rachad, de 16 ans, en 3e. Oui, à Bafilo. Un jeune aussi à Lomé de 15 ans aussi, j'oublie son nom, Zoumeke, oui, je me rappelle du nom, Zoumeke. Et aujourd'hui, le gamin Koutoglo qui vient qui a eu son BPC, mais malheureusement, il ne vit plus. Voilà l'infanticide du régime de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, son régime a tué beaucoup d'enfants à cause de la politique. Voilà. Les miliciens sont bel et bien présents. Monsieur Adjourouvi,